Bienvenue à tous, bienvenue à toutes et merci pour votre présence et votre participation à ce nouvel atelier. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Coralie de Solidarité SIDA. Je suis chargée de programme Afrique et aujourd'hui je serai modératrice de cet atelier de la plateforme ELSA. Donc pour les nouvelles personnes ou pour qui c'est la première fois de ce genre de webinaire, je recontextualise rapidement, mais voilà, ce sont des réunions thématiques qui sont organisées par la plateforme ELSA et qui ont pour objectif d'offrir un espace d'échange sur une thématique précise, en l'occurrence ici la mobilisation de ressources. Et ce sont des réunions qui sont ouvertes à toutes les associations, à tous les acteurs et actrices de la lutte contre le VIH-Sida. Et vous êtes nombreux dans cette lutte, bien sûr, mais aussi vous êtes nombreux et nombreuses à vous être inscrits à cette réunion. Donc merci encore, vous étiez plus de 350. Là aujourd'hui, je pense que vous serez un peu environ 50, mais voilà, n'hésitez pas à partager autour de vous pour ceux qui ne sont pas encore connectés. Et puis on a de nombreux pays qui sont représentés aujourd'hui. Il y a notamment le Cameroun, Mayotte, le Burkina Faso, le Maroc, le Burundi, la Côte d'Ivoire, la Guinée, la France, bien sûr, et encore bien d'autres que je ne citerai pas. Donc, bienvenue encore. Petit rappel plutôt logistique. Donc, l'échange d'aujourd'hui est enregistré et il sera diffusé en ligne sur nos réseaux. Donc, si vous ne souhaitez pas apparaître, on vous invite à éteindre vos caméras durant cet échange. On vous propose aussi d'éteindre vos micros pour que tout le monde puisse écouter sereinement les intervenantes d'aujourd'hui. Pour le détail, chaque intervenante parlera durant environ une vingtaine de minutes. Et puis ensuite, après chaque présentation, il y aura 10 minutes d'échange. Donc, comment ça se passe pour les échanges et pour les questions? On vous propose de poser toutes vos questions dans le chat. Donc, c'est la section qui est sur la droite de votre écran Zoom. Toutes ces questions-là seront lues après la présentation de l'intervenante. Donc, on va pouvoir tous les compiler. Donc, Sead qui gère ça dans les coulisses va nous aider à compiler toutes ces questions-là et on les posera après la présentation. Si vous avez des problèmes de connexion, n'hésitez pas à enlever votre caméra. Ça économisera de la bande passante pour vous et ça vous aidera à rester connecté de manière continue et à suivre les présentations. Euh, voilà, sachant que les présentations des intervenants vous seront envoyées bien sûr après le webinaire comme d'habitude. Voilà pour l'aspect logistique. On va rentrer dans le vif du sujet. On accueille aujourd'hui deux professionnels de la mobilisation de ressources et de la levée de fonds qui sont Julia Charbonnier, directrice de Action Traitement, et puis Anne-Gaëlle Roland, consultante en solidarité nationale et internationale. Et je laisse la parole à Julia qui va commencer sa présentation. Merci beaucoup Coralie et merci également à la plateforme ELSA pour l'invitation. Comme le disait Coralie, je suis Julia Charbonnier, directrice de l'association Action Traitement, une association de patients en France qui a pour but d'informer, accompagner, soutenir et défendre les droits des personnes vivant avec le VIH. Donc pour commencer, on va voir qu'est-ce qu'une ressource, donc la définition. Donc il existe différentes définitions pour ce même concept. Donc, la plus courante ou la plus, voilà, qu'on retrouve souvent, c'est une chose qui permet de faire autre chose. Maintenant, dans le cadre d'une organisation, d'une association, on peut dire que les ressources permettent à cette organisation de fonctionner et d'assurer sa finalité. Donc, il existe différents types de ressources. La première ressource qu'on peut retrouver, c'est les ressources financières. Donc là, je vais nommer les ressources et on verra un petit peu plus en détail tout à l'heure quelques exemples de ressources. Donc la première, les ressources financières. La deuxième, les ressources humaines. Troisième, les ressources matérielles. Et enfin, les ressources intangibles ou immatérielles. Donc, pour les ressources financières, qu'est-ce qu'on retrouve? Ça peut être tout simplement des subventions, des dons, les cotisations de nos adhérents adhérentes, des legs, des prêts, des dividendes et bien d'autres, comme par exemple également le financement participatif qui se fait de plus en plus. Donc, à retenir,
Au niveau des ressources financières, c'est tout ce qui est financier et qui touche donc au monde de l'argent. Deuxièmement, les ressources humaines. Donc, qu'est-ce que c'est? On peut retrouver le personnel, donc c'est en interne, par exemple, les salariés, volontaires, bénévoles, mais également des personnes externes à l'association et des personnes appartenant à un réseau. Les ressources humaines, ce qui est important de retenir, c'est les compétences et les expériences de ces personnes. C'est ça qu'on essaye de valoriser au maximum. Troisièmement, les ressources matérielles. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans les ressources matérielles? Ce sont par exemple les locaux, les terrains, du matériel informatique. Ça peut être également du matériel médical comme les préservatifs, des kits de dépistage. Ça peut être aussi des véhicules. Les ressources matérielles, c'est les différentes choses qu'on peut recevoir et qui nous permettent donc de faire notre travail et de réaliser nos missions. Enfin, c'est peut-être le moins facile et qu'on oublie très fréquemment, ce sont les ressources intangibles ou immatérielles. Donc, par exemple, la réputation, la crédibilité, l'estime de soi, la confiance. Ce sont donc les différents éléments qui permettent aux associations d'agir et de prendre des décisions. Par exemple, si on va avoir confiance en notre travail, en nous, on va plus facilement pouvoir négocier une demande de financement. Si on a une bonne réputation, on pourra plus facilement se mettre en relation également avec des bailleurs ou créer de nouveaux partenariats avec de nouvelles structures. Si on a une bonne réputation, on pourra peut-être plus facilement aussi recruter de nouveaux salariés ou des ressources humaines. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose d'important aussi à réfléchir et à penser, ces ressources intangibles ou immatérielles. Ce qu'il est important aussi de retenir, c'est qu'on parle de chaîne de ressources. Avoir une ressource permet d'avoir une autre ressource et ainsi de suite. Euh, il faut donc avoir cette approche globale quand on souhaite garder, renforcer ou développer ses ressources. Par exemple, développer les ressources financières va forcément être lié aux ressources humaines. Un autre exemple, on ne va pas pouvoir entretenir nos ressources humaines sans penser à entretenir notre réputation. Et notre réputation nous permettra d'attirer du personnel, comme on l'a dit tout à l'heure. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que pardon, c'est donc, voilà, je le disais, que toutes ces ressources sont liées et qu'il faut travailler vraiment au niveau de chaque ressource. C'est ce qu'on appelle donc la mobilisation des ressources. Une définition simple de la mobilisation des ressources va être le processus grâce auquel une organisation va acquérir les ressources dont elle a besoin pour effectuer son travail et ses activités. Une autre définition de la mobilisation des ressources, c'est le processus par lequel on va obtenir des ressources auprès des fournisseurs en utilisant différents mécanismes afin de mettre en œuvre donc notre travail. Donc on retrouve souvent schéma, un triangle avec ressources, fournisseurs de ressources, mécanismes. Donc là, il est important de penser également, de réfléchir à cette combinaison, à ce triangle, et de se poser différentes questions. Tout d'abord, la question du quoi. Donc les ressources qui représentent les choses dont l'organisation va avoir besoin. Donc, on retrouve, par exemple, l'argent, l'appui technique, les ressources humaines, les biens matériels et le service gratuit ou équipement. Après s'être posé la question du quoi, il faut se poser la question du comment. Donc, comment les différentes manières d'obtenir directement ces ressources. Par exemple, en soumettant des demandes de financement, des subventions, en organisant des événements spéciaux. Ça peut être également en dirigeant une petite entreprise ou en sollicitant des dons ou des contributions volontaires. Après la question du comment, on va se poser la question donc du qui. Donc c'est ce qu'on appelle les fournisseurs de ces ressources. Donc c'est les différentes personnes et organisations qui vont nous apporter les ressources. Donc par exemple des ONG internationales, des organisations bilatérales et multilatérales, des gouvernements nationaux, mais ça peut être aussi des entreprises ou des individus. Ce qui est important de retenir, en tout cas, c'est que la mobilisation des ressources ne va donc pas
se limiter à la collecte de fonds. Parce que quand on pense mobilisation des ressources, la première chose souvent, ça va être les ressources financières et la recherche de fonds. Mais ce n'est seulement qu'une composante. Il faut vraiment avoir en tête ce, ce triangle et les différentes ressources qu'on a pu identifier euh, tout d'abord avec ces quatre types de ressources. Il est très important donc d'essayer d'obtenir diverses ressources pour avoir un accès plus large à des fournisseurs de ressources et donc à de nouvelles opportunités. La mobilisation des ressources doit être pensée de manière globale. Donc, avoir encore une fois une approche globale. Donc, on va essayer de vous présenter euh, à présent quelques éléments, quelques outils qui vous permettent d'avoir cette approche globale, hein. Il y en a d'autres, mais c'est ce qui nous semblait le plus important. Donc, la première chose à penser, c'est d'analyser les ressources dont on dispose déjà. Donc, les ressources dont on dispose déjà, mais aussi, si on les analyse, c'est bien les utiliser et bien les exploiter pour, sur nos projets. Il faut aussi évaluer la durée de ces ressources en utilisant une échelle de temps. On le verra par la suite avec Anne-Gaëlle. Et les conditions qui y sont attachées. Deuxième point qui est très important, c'est de diversifier au maximum les fournisseurs pour ne pas dépendre d'un seul fournisseur. Et donc de risquer d'être fragilisé encore plus en cas de fin de financement. Dans tous les cas, aussi, ce qu'il faut retenir et ce qu'on peut voir lorsqu'on répond à des appels à projets dans les termes de référence, par exemple, il est souvent demandé par le bailleur que le projet ou que l'action soit cofinancée. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très important. Troisième point, penser les ressources sur le moyen et sur le long terme. Donc c'est ce qu'on a vu un petit peu aussi avec le premier point. En analysant nos ressources, on fait ce travail d'échelle de temps et de savoir jusqu'en se termine notre ressource, notre financement ou l'appui technique qu'on peut avoir ou toute autre ressource. Quatrième point très important, anticiper les risques. Donc, anticiper les risques, ça peut être à différents niveaux. Par exemple, au niveau des financements ou au niveau des ressources humaines, et plus fréquemment. Donc, au niveau des financements, je me répète un petit peu, mais c'est très important, c'est jusqu'à quand dure la ressource. Au niveau des ressources humaines, il est important de bien évaluer le temps de travail de chaque personne affectée au projet. Il va être difficile de faire plus qu'un temps plein et pourtant, c'est bien dans de nombreuses actions, et c'est également le cas par exemple à Action Traitement, euh, les ressources humaines sont peut-être mal calibrées ou en tout cas on a des difficultés des fois à bien répartir les charges de travail. Donc attention, il peut y avoir un risque à la fois de burn-out ou un risque de turnover. Donc là, je vais peut-être vous prendre aussi l'exemple d'action traitement, donc parce que le risque de turnover est un risque qui touche toutes les associations. Il est important de faire attention, donc on le disait aussi tout à l'heure, à la réputation de l'association, comme on a pu voir. Donc pourquoi la réputation a aussi un impact sur le recrutement de ses salariés, etc., et de l'intérêt qu'une personne peut avoir à rejoindre une association. Il est important de faire attention au bien-être et donc à la charge de travail de ses équipes. Donc, c'est quelque chose qui nous est arrivé assez fréquemment ces dernières années. Mais voilà, le bien-être, c'est important. Il faut anticiper ce risque. Et une des solutions également, peut-être, par exemple, en cas d'un turnover assez fréquent où voilà, on doit lancer un nouveau recrutement, c'est de lancer le recrutement, mais de ne pas se précipiter dans ce recrutement et pourquoi pas faire appel, donc voir déjà la charge de travail de ses collaborateurs, de ses collègues également, mais de faire appel à un prestataire ou à un expert le temps du recrutement. Donc voilà, je tiens vraiment à mettre l'accent aussi sur l'anticipation des risques au niveau des financements, mais aussi au niveau des ressources humaines, parce que sans ressources humaines, on ne va pas pouvoir par la suite répondre soit aux appels à projets, soit mettre correctement en œuvre le projet. Donc c'est très important. Cinquième point, penser clé de répartition. Donc, qu'est-ce que la clé de répartition? C'est-à-dire répartir les charges indirectes sur le projet. Donc, ce sont les charges qui ne peuvent pas être attribuées à un unique projet ou service. Par exemple, les ressources humaines.
comme on a pu voir précédemment. Et ce travail de clé de répartition vraiment est très important parce qu'il permet d'obtenir une répartition des charges cohérente, également de comprendre le coût réel du projet et donc d'inclure ces coûts, ces charges dans la demande de financement et donc de sécuriser certains postes. Tout va être lié. Donc vraiment, c'est important pour pouvoir sécuriser les postes. Par exemple, le salaire d'une personne va pouvoir être réparti sur plusieurs projets. Le salaire d'une personne peut être également réparti sur plusieurs demandes de financement. Et donc, ainsi, si un financement est coupé, cela va permettre d'avoir une prise en charge du salaire sur d'autres financements et sur d'autres projets. Donc, on sécurise vraiment l'association, les financements et vraiment les ressources humaines. Mais je n'ai pas fini sur les clés de répartition parce que les clés de répartition concernent également d'autres charges indirectes. Donc, d'autres charges indirectes, ça peut être par exemple les loyers, les frais communs, des véhicules, etc. Donc ça, il va falloir faire cet exercice de clé de répartition vraiment sur plusieurs charges indirectes. Et c'est très important pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour calibrer, pour bien budgétiser son projet et donc aussi le budget de l'association. Et enfin, il est très important aussi de valoriser le bénévolat. C'est quelque chose, donc on fait souvent appel à des bénévoles et voilà, malheureusement, des fois, soit on oublie, soit on ne prend pas le temps de le valoriser et de l'inclure dans les budgets. Donc, c'est vraiment un travail aussi à effectuer en amont. Et pour finir, il est important donc de mettre en place des outils pour structurer et organiser sa mobilisation des ressources. Donc, c'est ce qu'on verra par la suite avec Angel. Donc, ces quelques éléments indispensables, hein, il faut le dire, ils sont très importants, nous permettre voilà, de concevoir au mieux notre plan de mobilisation des ressources, d'identifier les besoins et les fournisseurs potentiels. Alors voilà, j'ai décidé de faire une présentation un peu concise. Donc n'hésitez pas peut-être, voilà, Coralie, s'il y a déjà de premières questions, on peut passer aux questions et je pourrais peut-être aussi détailler un petit peu plus quelques éléments. Après, voilà, Angel va rentrer dans le vif du sujet par la suite. Donc, on verra un petit peu plus la mobilisation des ressources. Là, l'idée, c'était d'être un petit peu plus dans le concept et ces définitions clés de compréhension de la mobilisation des ressources. Merci Julia. Alors oui, on a quelques questions dans le chat. Pour celles et ceux qui souhaitent poser leurs questions, ça ne sert à rien de lever la main. Je vous invite à directement l'écrire dans le chat et on les posera dans l'ordre d'apparition. Et pour la première question, alors, c'est première question du docteur Drabo, la mobilisation des ressources financières par participation. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, par participation volontaire, c'était ça? Je pense que oui, ouais. Oui, alors la participation volontaire, donc il existe différents termes, hein. Je ne sais pas si c'est le même terme en Afrique, etc. Mais ça peut être aussi du mécénat de compétences ou des choses comme ça. C'est quand on va mettre à disposition en fait des salariés d'une autre entreprise ou via des plateformes pour l'association. Donc nous, en France, en tout cas, on parle souvent aussi de mécénat de compétences. Donc il existe différentes aujourd'hui de structures de mécénat de compétences ou de contributions volontaires, voilà, qui disent on a telle ou telle personne qui souhaiterait s'investir dans une association. On peut, nous, en tant qu'aussi association, faire des demandes. Voilà, j'ai tel projet, par exemple. Ça peut être très bien aussi faire une veille sur les recherches de financement. Ça se fait très fréquemment. Donc, j'ai tel projet. Malheureusement, je suis sous l'eau, mais j'ai besoin de faire cette veille de recherche de financement. Et je sais qu'on peut faire des demandes de mécénat de compétences pour ce type de mission. Ça peut être sur de la communication, sur voilà, élaborer une stratégie de communication. Je donne quelques pistes, mais des choses comme ça. Ok. Merci. Donc, on espère qu'on a répondu à votre question. Sinon, deuxième question, comment mesure-t-on les ressources intangibles ou immatérielles? Alors, bah, comment les mesure-t-on? C'est justement déjà, première étape, c'est redéfinir qu'est-ce que les mesures intangibles et immatérielles. Donc, je parlais tout à l'heure de réputation, de confiance. C'est des choses quand même qui sont, pour la confiance, difficiles à mesurer. C'est plus, voilà, c'est un état d'esprit, l'estime de soi, c'est un état d'esprit, etc., qui nous permet après, d'aller oser, je veux dire, prendre des rendez-vous avec nos bailleurs, tenter des appels à projets, etc. Donc ça, c'est plus la confiance. Pour la réputation,
bah, c'est quand même aussi les échanges qu'on peut avoir avec nos bailleurs. Ça peut être, je ne sais pas s'il y a des articles, des communications qui sont faites sur nos structures associatives, des choses comme ça. Ça, on peut plus Mhm. facilement le mesurer. Je pense, la réputation, c'est des choses qu'on entend dire, qu'on peut lire, qu'on peut voir, ou les retours aussi qu'on nous fait, voilà, les retours des bailleurs sur nos activités, des rendez-vous annuels qu'on peut avoir. Donc ça, c'est la réputation. J'avoue quand même que les ressources intangibles immatérielles sont plus difficiles à mesurer. C'est pour ça qu'on a tendance aussi à les oublier. Mais c'est quand même un travail qu'il est important de faire, euh, voilà, avec toute son équipe. Merci. Alors, troisième question de Sosten. Comment et de quelle façon concrète peut-on anticiper le risque lié au bien-être du personnel? Bah, ça, c'est une très bonne question. Alors, je pense, donc je vais peut-être plus vous partager avec mon point de vue de manageuse, mais Mhm. il y a pas forcément, c'est pas forcément la bonne réponse. Mais il est important d'échanger avec ses équipes, de faire des points réguliers avec ses équipes, de leur poser clairement la question aussi sur leur charge de travail, sur comment ils se sentent au sein de la structure, comment ils se sentent aussi avec leur mission, s'ils sont en difficulté. Voilà, c'est vraiment quand même des points importants, ces points réguliers en individuel avec les salariés, mais aussi en équipe, avec toute l'équipe qui est mobilisée sur tel ou tel projet. Après, on sait que voilà, je le disais tout à l'heure, on reste des petites, même si on reste des petites structures, et c'est vrai qu'avec des charges de travail élevées, parce qu'on a aussi des contraintes, des résultats à produire, des choses. Donc, il y aura toujours des charges de travail qui peuvent fluctuer aussi dans le temps. On peut savoir qu'une charge de travail d'un ou tel salarié peut être voilà, plus élevée sur une période. Ce qui est important aussi de faire, c'est que cette charge de travail ne soit pas élevée sur toute l'année. En fait, voilà, juger, en discuter avec la personne. Au moment de la réponse d'un appel à projet, oui, c'est vrai, c'est fréquent. Là, à ce moment-là, il y a peut-être un ou deux personnes qui sont impliquées dans la réponse de l'appel à projet qui vont avoir une charge de travail plus importante. Voilà, ce qui est vraiment important, c'est de lisser ça et de faire attention que ça ne se reproduise pas trop et d'échanger avec l'équipe. Tout à fait. Alors, nous sommes à la quatrième question de Léopold. Est-ce que la clé de répartition fait appel au budget? Bien sûr, la clé de répartition fait appel au budget. Comme je le disais tout à l'heure, en fait, euh, la clé de répartition et donc la répartition de ces charges indirectes, c'est ça qui va nous permettre aussi également de bien construire son budget, d'avoir une cohérence et de pas en fait de sous-estimer son budget. C'est des fois aussi le problème, on va sous-estimer notre budget parce qu'on a mal réparti le salaire de telle personne ou les charges, on n'a pas décidé par exemple, de mettre notre loyer dans tel budget alors que ça aurait dû être inscrit dès le départ. Donc, on a mal budgétisé, ça peut avoir des répercussions aussi sur le budget total de l'association. Donc ça, oui, c'est bien lié et c'est vraiment important d'effectuer ce travail de clé de répartition et donc d'identifier un budget, vraiment d'analyser sur un budget cohérent en amont avant de soumettre la demande de financement. Autre question de Ketong. Quel outil ou méthodologie recommandez-vous pour évaluer les besoins en ressources d'une organisation? Alors, est-ce qu'on, Anne-Gaëlle, me permets de te regarder, est-ce que c'est quelque chose qu'on va voir? Pas vraiment, tu vas pas détailler ça. Quels Non, outils ou c'est vraiment en amont. Excuse-moi, Julia, Ouais, pardon. ouais, ouais. Non, en effet, ouais. Alors, comme ça, c'est vrai que j'ai pas forcément, moi, d'outils. Anne-Gaëlle, si tu as aussi des idées sur les besoins en ressources d'une organisation, ça, c'est en amont. Moi, ce que j'essaye de dire quand même avant de savoir les besoins en ressources d'une organisation, c'est les besoins, quel projet, quelle mission on veut réaliser. Quelle mission on veut réaliser, c'est la première question à se poser. Quel est le plan stratégique de l'association? Première étape, c'est ça. Donc, voilà, vous avez identifié votre plan stratégique, les missions, les objectifs clés de l'assaut. Maintenant, quelles actions concrètes on peut? Et pour réaliser ces actions, quels sont les besoins nécessaires? Mais il faut toujours, voilà, les besoins nécessaires, mais penser, parce que des fois on dit, ah, on a besoin de ci, ça, mais on a quand même déjà, est-ce que je le disais tout à l'heure,
des besoins, on a déjà des ressources en interne. Donc, il faut aussi se faire ce travail des ressources en interne, comment bien les utiliser, et là aussi, en complément, quelles sont les ressources nécessaires pour réaliser ces missions. Anne-Gaëlle, je ne sais pas si tu veux compléter, hein, n'hésite pas, hein. Non, mais c'est exactement cela voilà, c'est vraiment un prérequis à la mobilisation de ressources, avoir fait le point sur ses besoins et les ressources déjà disponibles en interne. Donc, c'est exactement ça. Alors, on peut passer à la question suivante de Yvette. Comment et de quelle façon concrète peut-on anticiper le risque lié au bien-être du personnel? Ça, c'était quelque chose qu'on avait déjà vu précédemment. Donc, on va passer à celle de René. Comment faire la clé de répartition sur les charges indirectes? Pouvez-vous nous donner un exemple? Comment faire une Bah, clé de répartition sur les charges indirectes? par exemple, donc une des charges indirectes, c'était un des salaires. Donc, le salaire donc, d'une personne qui a un équivalent temps plein, donc une personne qui a 100%, par exemple, voilà, ça peut être, ben, on va répartir, il est impliqué et donc son salaire à 50% sur tel projet, 30% sur une autre action, un autre projet, et donc il reste 20% sur une autre. Donc, ça sécurise à la fois par exemple, c'est mon projet où le salaire est à 20%. Je sais que le financement se termine malheureusement à la fin de l'année. Le financement ne va pas être renouvelé. J'ai quand même le salaire de mon salarié, donc qui est financé à 80% pour le moment. Alors là, il va falloir quand même se remettre en recherche de financement. Donc, d'où l'anticipation du risque et de faire cette échelle de temps aussi en amont pour dire, ah bah, j'avais déjà quand même anticipé que le financement, 20% du salaire de mon salarié va se terminer dans quelques mois. Hop, on anticipe et on fait une autre demande de financement. Ce qui est important aussi, donc par exemple, un autre exemple sur le loyer, bah là, le loyer, souvent, par exemple, bah, on est une asso, on peut recevoir des usagers, usagères ou des patients, patientes, et ben on va répartir le coût, la charge du loyer sur différents projets. Parce que voilà, c'est quand même, on a besoin du local pour réaliser le projet. Donc ça, c'est les exemples les plus courants, mais ça peut être aussi bah, les coûts d'impression, la téléphonie, d'autres coûts comme ça. Le véhicule, si on a besoin d'un véhicule. Ok, merci. Autre question de AJD Pastif. Est-ce que ce mécénat de compétences, est-ce que le mécénat de compétences, c'est faire appel à un volontaire ou c'est plutôt comme un consultant qui aurait un forfait honoraire? Alors là, ça dépend. Alors nous, on avait fait appel à du mécénat de compétences à Action Traitement. Donc là, je vais peut-être plus vous partager l'expérience d'Action Traitement, en effet. Et en France, il existe différentes plateformes, notamment voilà, une qui, nous, on signe juste un contrat avec la plateforme de mécénat de compétences et la personne va signer aussi avec la plateforme de mécénat de compétences. Mais après, c'est la plateforme de mécénat de compétences qui va vraiment gérer aussi la gestion des ressources humaines et du temps de travail au sein de l'association. Ça facilite aussi souvent quand même notre travail parce que nous, on a peu de choses à faire si ce n'est quand même former la personne en question sur nos besoins réels, la sensibiliser sur la thématique, les choses comme ça, et suivre un petit peu la réalisation de la mission. Mais après, il n'y a pas il y a pas de question de forfait, d'honoraires, etc. En tout cas. Mais après, encore une fois, ça, c'est plus, je préfère le dire, ça, je pense que ça dépend vraiment de chaque structure, de mécénat de compétences ou de, voilà, donc à vérifier avec les structures en question. Et il y en a directement, on peut passer aussi directement par les entreprises. Je sais, c'est un petit peu dans le cadre de leur politique aussi RSE. Et donc, ils mettent à disposition des salariés. Mais c'est à voir aussi avec l'entreprise en question directement. Merci. Autre question de Noui El Khalil. Comment les associations, alors la question n'est pas très claire, mais en gros, comment les associations du Maroc, j'imagine, peuvent bénéficier des subventions de l'Europe? C'est Ah assez bah alors technique. c'est une question assez large, mais il est tout à fait possible de bénéficier hein, de subventions de l'Union européenne, hein. Ce qui est important donc bah, c'est de réaliser, Anne-Gaëlle va en parler, hein, cette veille aussi de financement disponible. Donc au niveau de l'Union européenne, il en existe
différents. Et après, donc, il faut regarder le calendrier et les termes de référence de chaque financement. Et toutes les indications vont être apportées dans les termes de référence pour savoir si en effet la structure est éligible ou non au financement. Il y a évidemment des critères d'éligibilité à suivre, mais tout est indiqué dans les termes de référence. Après, il peut être important aussi quand même eh ben, si on a un doute, il y a souvent un numéro de contact, un mail d'une personne, d'essayer de se mettre en relation avec cette personne pour la solliciter. Et aussi, un conseil quand même, donc je sais qu'au Maroc, il existe des assos actuellement qui ont des financements européens, il me semble, oui. Et donc, ça serait, un des conseils serait de les contacter aussi pour savoir s'ils ont voilà, des conseils à vous apporter, voilà, et comment ils ont pu faire pour solliciter ces financements. Top. Prochaine question d'Emma, qui n'est pas aussi claire non plus. Bonjour, comment mesurer les bénévoles? Alors j'imagine que c'est peut-être le besoin en bénévoles de votre association ou peut-être comment faire un retour d'expérience sur les bénévoles auxquels on a fait appel. Est-ce que tu as un mot à dire? Alors, comment mesurer besoin bénévole? Bah, alors, je le disais, hein, de toute façon, les bénévoles, il faut à chaque fois aussi. Donc là, c'est plus ressources humaines globales. Il faut Mm. identifier ses besoins en ressources humaines. Donc, si c'est en effet des salariés, etc., ou des bénévoles. Et après, les bénévoles, valoriser leur temps de travail et comment identifier le besoin bénévole? Bah, ça, tout dépend des ressources humaines que vous avez en fait en interne. Tout dépend de vos besoins en ressources humaines en interne. Après, la gestion, plus vous avez de bénévoles, plus ça demande une gestion quand même, hein. Les bénévoles, il faut aussi les gérer. Il ne faut Mm. pas les laisser seuls, il faut les accompagner, il faut les former, etc. Et il faut valoriser aussi leur travail. Donc, ça demande quand même du temps aussi, hein, la gestion des bénévoles, et à ne pas mettre de côté. Et la question qui suit va tout à fait dans le même sens. Question de Christelle, qui nous dit que la notion de bénévolat en Afrique, c'est un réel problème car les Mm, bénévoles mm. s'attendent à une petite rémunération, une petite motivation, ou alors un remboursement de leurs frais de transport. Donc, est-ce que c'est quelque chose qu'il faut budgétiser dans le projet, par exemple? Oui, oui, oui. Alors, après, il faut voir aussi, je ne connais pas l'aspect juridique en Afrique sur voilà, la rémunération des bénévoles, etc. Normalement, la définition d'un bénévole, c'est qu'il n'est pas rémunéré voilà, pour le travail qu'il va réaliser. Par contre, il peut être indemnisé, en effet, s'il y a des coûts. Et c'est là le transport, ou s'il doit déjeuner à un tel endroit une journée parce qu'il a animé toute une journée un atelier, là, on peut l'indemniser. Mais ça, c'est pas une rémunération, et c'est important de faire cette nuance. Par contre, cette indemnisation, oui, il faut l'intégrer et le budgétiser dans le projet. Alors, avant-dernière question de Marie-Thérèse, et après on passera à la suite. Elle nous demande comment peut-on vendre à un bailleur nos ressources immatérielles? Alors oui, bah ça, je sais, hein, les ressources immatérielles ou intangibles, on le disait tout à l'heure, c'est à la fois dur à identifier, dur à mesurer, mais c'est plus, je dirais, à un bailleur, ben, c'est organiser, vraiment oser organiser et se présenter, proposer des réunions annuelles ou semestrielles avec les bailleurs, valoriser vraiment le travail effectué par l'association, valoriser aussi, bah, c'est pour ça qu'ils sont là, hein, les rapports. Par exemple, lorsque vous soumettez, voilà, vous répondez à un appel à projet, vous avez bien sûr des rapports d'activité et financiers à soumettre par la suite. Il faut vraiment prendre le temps et de bien répondre et bien réaliser ces rapports parce que c'est quelque chose qui va être valorisé par la suite et bien étudié et regardé par les bailleurs. Donc ça, vraiment, ça, c'est très important. Un conseil qui peut être aussi fait, c'est maintenant de nombreuses associations ont des newsletters, ont des réseaux sociaux, font de la com, LinkedIn ou voilà, les newsletters, ben, inviter ces personnes, voilà, les chargés de mission, les personnes en charge des appels à projets, à vous suivre sur les réseaux sociaux, à vous suivre sur LinkedIn et à recevoir vos newsletters pour valoriser votre travail. En fait, il est vraiment important de créer un lien et de valoriser son travail tout au long de l'année et pas seulement au moment de la soumission de l'appel à projet.
Et souvent, c'est un travail voilà, qui prend du temps, mais qui va porter ses fruits sur de la durée. On le disait aussi, voilà, pourquoi c'est important de penser aussi au financement sur du long terme. Bah, c'est ce travail avec ces financeurs qui va nous permettre d'avoir un financement sur du long terme ou de renouveler plus facilement son financement. Absolument. Et dernière question de Sosten. Est-ce que les ressources intangibles, ça plaît beaucoup Ah aujourd'hui, oui, les ressources intangibles, hein. Comment peuvent-elles être valorisées par une structure dans le cadre de l'apport financier? Donc, je pense que c'est lié à la ouais. question précédente. Bah, je Euh, réfléchis hein, parce que c'est vrai que même là, j'essaie de réfléchir à Action Traitement, comment on valorise dans les rapports financiers. C'est compliqué. Angel, tu pourras compléter si tu veux. Mais pour moi, dans les rapports financiers, malheureusement, c'est quelque chose de compliqué. L'intangible va être plutôt dans le rapport d'activité, au final, pour moi. Justement, cet effort de communication, de valorisation, c'est plus dans le rapport d'activité et pas dans le rapport financier. Mais ouais, ouais. ouais, je suis assez d'accord. Euh, et il est 14h40. Alors, je sais que vous avez posé d'autres questions encore dans le chat et on aura euh, peut-être le temps de revenir là-dessus à la fin, après la présentation d'Anne-Gaëlle. En tout cas, continuez à écrire vos questions dans le chat, c'est hyper intéressant pour tout le monde. Merci beaucoup, Julia, pour la présentation. Et on va continuer avec la présentation de Anne-Gaëlle Roland. Bonjour à toutes, à tous. Je suis ravie de participer à ce webinaire et de prendre la suite de Julia pour vous expliquer comment organiser concrètement la mobilisation de ressources dans votre organisation. Donc, je suis Agnelle Roland, consultante. J'accompagne particulièrement les associations en France et à l'international dans la structuration, dans l'élaboration et la mise en œuvre et le suivi de leurs projets. Euh, donc, pour organiser votre mobilisation de ressources. L'objectif de ce temps, hein, c'est bien, après avoir fait le tour d'horizon de ce qu'est la mobilisation de ressources et des différents types de ressources existantes, de vous aider à mettre en place les principales mesures pour organiser. Bon, j'ai l'impression qu'on a perdu Anne-Gaëlle. On va reprendre les questions qui restaient en attendant que Anne-Gaëlle retrouve sa connexion, si ça vous va. Du coup, on te remet en service, Julia. On était à une question dans le chat. Y a-t-il des projets qui n'admettent pas la prise en charge des salaires et comment procéder pour rémunérer des RH qui y travaillent? Il peut, alors c'est pas la majorité, hein, la majorité des projets quand même financent les salaires des personnes qui sont impliquées justement et affectées au projet. Euh, Ce qui est très important, en effet, c'est, encore une fois, je le disais, de lire les termes de référence. Parce qu'il y a tellement de critères différents aussi et qui peuvent complexifier certaines réponses à appel à projet. C'est la clé, hein, lire les termes de référence. Et dans ces termes de référence, on va vous indiquer voilà, si il est possible de budgétiser du salaire voilà, sur le projet, si ça prend bien en compte. Je sais, et j'ai cru voir passer tout à l'heure une question sur les charges indirectes. En effet aussi, il y a des bailleurs qui vont dire non, par contre, nous, sur cet appel à projet, on ne finance pas de charges indirectes. Donc, encore une fois, il n'y a pas de réponse juste pour tous les appels à projets. Ce qu'il faut, c'est vraiment lire les termes de référence. Même si la majorité quand même des appels à projets financent des salaires, parce que sans salaire, il est difficile de mettre en œuvre un projet. Ouais, je pense que c'est peut-être les RH support ou les coûts de support, hein. Oui, ouais, bah, les charges indirectes plutôt, C'est du coup. ça. Ça rentre dans les charges indirectes, ouais. Tout à fait. Ensuite, avec la situation sécuritaire de notre pays, de nos pays, nous avons des difficultés pour avoir des financements. Est-ce qu'il y a des ONG qui peuvent financer des associations dont leur pays, quand leur pays est en crise, dont leur pays est en crise? Oui, oui, oui. Ouais, encore une fois, c'est une veille qu'il faut malheureusement effectuer, qui demande un temps de travail. Euh, Ça, pareil, j'ai pas en tête toutes les possibilités pour le moment de financement, mais il est tout à fait possible. euh,
aujourd'hui, oui, il y a des ONG, des assos qui financent des associations en pays en situation de crise. Ce qui est encore important de faire, je le disais quand même tout à l'heure, c'est aussi de ne pas hésiter à se rapprocher d'autres structures parce que vous ne devez pas être la seule structure dans le pays et d'échanger un petit peu avec les autres structures pour savoir voilà, comment elles s'en sortent, quels sont leurs financeurs, voilà, d'échanger et aussi d'être proactif, de ne pas attendre forcément la, hum, la diffusion ou la sortie d'un appel à projet, lorsque vous voulez réaliser votre veille, la veille de ces différents financeurs potentiels, soyez proactifs, n'hésitez pas à les contacter aussi en amont de la sortie de l'appel à projet pour voir un petit peu l'aire géographique. Parce qu'en effet, dans chaque appel à projet, il va y avoir une aire géographique. Également, ça fait partie des critères pour savoir si voilà, vous êtes éligible ou non à l'appel à projet. T'hésites pas, hein, Coralie, si tu veux compléter aussi. Euh, Ensuite, une autre question. On revient un peu sur le côté budget qui intéresse aussi beaucoup les participants. Plusieurs partenaires financiers refusent de financer la part patronale des cotisations sociales des salariés, ce qui expose les associations évidemment à des poursuites. Cette réalité favorise aussi le turnover et fragilise les associations. Qu'en pensez-vous? Vous avez 2 heures. Euh, Qu'est-ce que j'en pense? Bah, je trouve ça bien dommage que... Non, je trouve ça dommage parce qu'en effet, ça va fragiliser les associations et encore une fois, voilà, fragiliser les ressources humaines de l'association. Malheureusement, si les financeurs n'acceptent pas, il y a peu de choses à faire pour le moment. Donc, voilà, ce qu'il faut faire là, c'est diversifier, encore une fois, diversifier ses financeurs pour trouver le financeur qui accepterait bah, voilà, de financer ses parts patronales. Je sais que voilà, je le présente comme une manière, comme une chose simple à faire. La diversification de ses financeurs, c'est un travail long, voilà, long et chronophage, mais qui est très important. Voilà, pour justement, donc ça, c'est un risque dont j'ai pas mentionné tout à l'heure, mais voilà, vu que chaque financeur va un petit peu avoir ses propres critères de financement, c'est important de diversifier aussi pour pas être impacté par les mêmes financeurs et de sécuriser notre budget finalement et sécuriser les postes, sécuriser les ressources humaines et du coup sécuriser la mise en œuvre de ces actions Ou augmenter ses fonds propres. et augmenter ses fonds propres. Aussi, on n'en a pas parlé des fonds propres, mais c'est en effet aussi très important. Et ouais, exactement. Comment faire la répartition du temps de travail du directeur pour les différents projets? Ah bah ça c'est une très bonne question parce que voilà c'est aussi également en effet quelque chose qui touche à Action Traitement. Euh, alors moi mon poste, hein, je vais en faire aussi un peut-être retour d'expérience à Action Traitement. C'est vrai qu'il va être réparti sur différents projets. Après j'ai pas de schéma classique à vous proposer. C'est aussi selon, peut-être, je vais être plus sur du développement de nouveaux projets. Voilà, moi, c'est un petit peu comme ça qu'on a décidé de fonctionner Action Traitement. Quand c'est des projets un petit peu plus nouveaux qui demandent un investissement, des ressources humaines un peu plus importantes, voilà, là, je suis un peu plus dessus. Donc, je vais affecter voilà, une part de mon salaire dessus. Et il y a pas de. Je dirais, il n'y a pas de schéma clé. En plus, ce qui est compliqué, donc aussi, c'est que le poste de direction va être sur beaucoup ce qu'on appelle les frais de fonctionnement. Donc, en effet, là, on revient aussi sur une question qui avait été posée sur les charges indirectes qui ne sont pas forcément financées par certains bailleurs, etc. Donc, il faut quand même faire ce petit jonglage et mettre une répartition entre différents projets. Voilà, le choix qu'on a décidé de faire à Action Traitement, c'est sur aussi des projets en développement, les premières années, des choses comme ça. Ok, très clair, Euh, merci. Ah, On- non, c'était. Oui, Anne-Gaëlle est revenue. Anne-Gaëlle, on avait ouais, décidé de Ah, faire des questions. ben, ah. ben oui, Voilà. oui, vous avez bien fait. C'était réalisé sans trucage. J'ai eu de curiosité et donc de réseau dans la foulée et je n'arrivais pas du tout à me reconnecter. Je suis désolée. Voilà, pardon. Donc, je poursuis l'explication.
Organiser sa mobilisation de ressources, ça veut dire d'abord réussir à identifier plus facilement de nouvelles ressources potentielles. C'est répartir la charge de travail inhérente à la mobilisation de ressources, hein, puisque vous le savez, c'est une grosse responsabilité qui peut parfois prendre énormément de temps dans vos structures. C'est également planifier ces temps de travail, hein, comme l'expliquait Julia tout à l'heure, hein, en anticipant aussi les fins de financement, en ayant conscience du temps que peuvent prendre certaines démarches à réaliser. Et enfin, c'est documenter et suivre ses efforts au même titre que pour n'importe quel projet finalement. Alors, je vois que ma caméra s'est coupée. J'espère que vous m'entendez bien malgré tout. On le disait pendant les questions. Il y a des prérequis pour pouvoir organiser sa mobilisation de ressources. C'est tout d'abord de disposer d'une stratégie annuelle ou pluriannuelle. Donc, pas forcément, pas nécessairement une stratégie rédigée, un document, un plan stratégique comme on le connaît, mais au moins avoir une vision assez claire de besoins, de ces objectifs et surtout des projets que l'on souhaite réaliser dans les 2 ou 3 années à venir. Euh, c'est aussi avoir analysé les ressources disponibles au sein de son organisation, comme le disait Julia tout à l'heure. Donc, avoir identifié ses besoins, le type, le volume des ressources à mobiliser, un petit peu pouvoir euh, établir son plan de bataille en quelque sorte. Donc, pour démarrer ce petit temps sur l'organisation de ressources, je voulais tout d'abord parler de l'organisation de la veille. Vous le savez, trouver de nouvelles ressources, notamment des ressources financières, c'est parfois compliqué, même si vous êtes souvent membre de réseaux, de mailing list qui vous informent, hein, de la disponibilité de certains financements, de l'ouverture de certains appels à projets. Il est nécessaire d'organiser sa veille concernant les ressources financières tout d'abord, donc en identifiant des sites de veille, par exemple, hein, surtout les plus pertinents pour vous, pour vos actions, et le pays dans lequel vous êtes implanté. Alors, vous trouverez dans ce support quelques exemples, hein, qui sont qui sont des exemples très, très ciblés. L'idée, c'était de vous montrer qu'il peut y avoir différents types de sites de veille. Le premier, Funds for NGOs, c'est un site de veille plutôt anglophone. Euh, plutôt anglophone, qui vous présente du coup d'autres sources de financement, des financeurs plutôt anglo-saxons par définition. Le site de coordination sud, plus des financements francophones, d'ailleurs a priori plus axés pour les structures françaises, mais cette plateforme recense également des appels à projets ouverts aux organisations de vos pays, soit directement, soit en partenariat. Et enfin, la dernière, un peu plus originale, c'est un exemple de plateforme régionale, hein, d'une région française qui recense toutes les opportunités des collectivités locales, territoriales, qui financent des projets, quelle que soit la thématique, ce qui peut vous permettre d'enrichir votre connaissance des sources de financement. Donc voilà, donc identifier les sites de veille les plus pertinents pour vous. Il y en a bien d'autres, hein, bien sûr, mais on ne pouvait pas tous les recenser aujourd'hui. Ensuite, identifier les coopérations bilatérales qui sont possibles dans vos pays respectifs. Donc, c'est vraiment prendre le temps de connaître les représentations de tous les pays présents dans vos pays qui souvent et la dernière modalité pour organiser votre veille, c'est aussi de faire le point sur vos réseaux, vos partenaires
et les connexions qu'ils peuvent faciliter pour vous. Hein, Julia en parlait tout à l'heure, ça fait partie de ces ressources intangibles qui est la bonne connaissance de votre organisation par vos partenaires, la bonne réputation en quelque sorte de votre organisation pour laquelle donc vos partenaires pourront faciliter ces mises en relation par la suite. Elle a aussi évoqué LinkedIn, donc je le redis pas, mais développer vos réseaux sociaux professionnels, aujourd'hui, c'est assez essentiel. Énormément d'appels à projets et d'informations passent par ces réseaux sociaux professionnels. C'est aussi une bonne manière, lorsqu'on n'a pas forcément le temps et les compétences pour créer un site internet et pour le mettre à jour régulièrement, de diffuser de l'information de qualité sur vos actions. Enfin, documentez vos recherches, vos tentatives passées, leurs résultats. Je reviendrai dessus, mais vous le savez, il faut parfois revenir plusieurs fois à la charge pour obtenir un financement auprès d'un même bailleur, auprès d'un même financeur. Donc, n'hésitez pas à documenter les tentatives passées, d'abord pour effectivement capitaliser dessus, hein, capitaliser sur les points à améliorer, mais également être bien au clair avec votre historique de relation avec chaque bailleur. La veille concerne aussi les autres types de ressources. On pense souvent à la veille sur les appels à projets, mais effectivement, tout ce qui concerne les ressources matérielles, humaines, intangibles ou immatérielles doivent aussi avoir une sorte de veille. Et ça passe par la communication de vos objectifs de mobilisation de ressources à vos membres et vos soutiens. En effet, si vos partenaires les plus proches savent connaissent en tout cas vos objectifs et connaissent les projets que vous souhaitez mettre en œuvre, les thématiques sur lesquelles vous souhaitez vous investir, ils seront plus à même de réagir lorsqu'ils auront connaissance d'une opportunité de financement, de faire votre promotion aussi, entre guillemets, et ça se passe à tous les niveaux de votre organisation. Euh, à l'inverse, connaître vos membres, vos équipes, vos soutiens, vos bénéficiaires, c'est aussi une grande force. Connaître leurs points forts, leur localisation, leur réseau personnel et professionnel, et aussi leurs envies, savoir euh, sur quel type d'activité ils ont envie de s'investir, sur quels sont les projets qui les motivent le plus, quels sont quelles sont leurs capacités? On va en parler un petit peu après sur justement les compétences de chacun à utiliser au mieux, en tout cas à repérer et à utiliser au mieux. Mais voilà, c'est une manière finalement d'organiser sa veille concernant les ressources humaines, intangibles ou immatérielles. Et enfin, valoriser vos efforts pour impliquer plus de membres et de partenaires. Ça, on en a parlé au travers de la communication, au travers, pardon, oui, de la communication de vos résultats, mais valoriser vos efforts en termes de mobilisation de ressources, pouvoir partager vos succès plus largement, c'est aussi une manière de garder on va dire concentré, de garder engagé, mobilisé pour le coup vos membres dans cette mobilisation des ressources. Donc, on a déjà commencé à voir hein, que c'était une démarche assez collective, la mobilisation de ressources. Et il est souvent nécessaire d'identifier des compétences spécifiques en interne en fonction du type de ressources recherchées et du type d'action à mener. En effet, que l'on veuille développer une AGR collective, lancer une opération de collecte, organiser un gala ou un événement caritatif ou encore rédiger une demande de subvention à l'Union européenne, par exemple, comme on en a parlé tout à l'heure, ça ne nécessite pas du tout les mêmes compétences. Et du coup, on ne fera pas forcément appel à la même personne ou aux mêmes personnes en interne. Par exemple, si on prend les ressources financières, si on veut développer le mécénat, les dons, hein, les dons privés, ça va demander peut-être plus de capacité relationnelle, peut-être un peu plus de patience aussi et de goût pour la recherche, aller chercher dans les documents des fondations, des entreprises, les grandes orientations RSE dont parlait Julia tout à l'heure.
Alors que lorsque vous devez rédiger des demandes de subvention, bien sûr, ça va demander des capacités rédactionnelles, une parfaite connaissance des projets. J'aurais pu rajouter aussi une connaissance de la méthodologie de projet, bien sûr, et puis souvent une grande rigueur aussi dans l'exercice. Alors que si vous souhaitez plutôt développer les ressources matérielles, comme par exemple négocier des prêts ou des dons de matériel, euh, là, ça va vous demander un peu plus d'aptitude commerciale, un goût pour la négociation, encore une fois des capacités relationnelles et puis une attitude assez ouverte, enthousiaste. Il va falloir aimer parler de votre organisation, de la cause qu'elle soutient. Voilà, tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec cet exercice et c'est pas mal de pouvoir l'anticiper. Et donc enfin, dernier exemple pour les fameuses ressources intangibles dont on a discuté dans la première partie, comme communiquer sur l'association ou organiser un événement de mobilisation pour valoriser l'association et ses actions. Là encore, il va falloir une attitude ouverte, enthousiaste, savoir parler de l'organisation, sans doute maîtriser des outils de communication, avoir peut-être même un réseau personnel dans la presse locale pour pouvoir diffuser plus facilement des articles. Voilà. Bon, bien sûr, ce sont des exemples, hein, c'est pas un plan en soi de mobilisation de ressources là qu'on vous propose, mais l'idée, c'était vraiment d'illustrer le fait que euh, un chargé de mobilisation de ressources qui est en capacité de mobiliser toutes les sortes de ressources, je ne suis pas certaine objectivement que ça existe parce que ça va demander des compétences assez variées, assez différentes et que c'est pour ça que vous appuyez sur plusieurs personnes au sein de votre équipe parfois peut vous aider à diversifier plus facilement cette ressource. Et donc voilà, au-delà du bon profil, c'est important de répartir la charge. C'est peut-être le message aussi qu'on avait envie de vous faire passer aujourd'hui, c'est qu'au-delà de diversifier les types de ressources, faire ce travail en équipe va vous permettre d'obtenir plus de résultats nécessairement. Ça va nécessiter d'impliquer des membres de chaque département, de chaque service. Ça va nécessiter aussi d'impliquer peut-être un ou plusieurs membres de votre gouvernance, peut-être d'identifier si des ressources extérieures sont nécessaires. On a évoqué la possibilité de recourir à de la consultance ponctuelle lorsque c'est possible et pertinent. Et puis, bien sûr, ça va nécessiter de définir les rôles et les responsabilités de chacun dans cette mobilisation de ressources. Mais avoir une perception de la mobilisation de ressources qui soit transversale à votre structure, ça va forcément alléger la charge du travail, en l'occurrence à réaliser, mais aussi un petit peu, on va dire, maximiser, je ne sais pas si c'est le meilleur terme, mais maximiser les chances de résultats en face. Enfin, alors j'espère que je suis bien dans les temps. Vous me dites, euh, les filles, s'il faut que j'abrège, mais Vas-y, vas-y. ça va, ok. Donc, je voulais aussi aborder avec vous la nécessité et puis peut-être quelques outils pour planifier votre mobilisation de ressources. En effet, la mobilisation de ressources requiert un travail de planification à deux niveaux. D'abord au quotidien, donc on l'a vu en programmant une veille, un suivi régulier de vos actions, et puis aussi en lien avec votre stratégie et votre calendrier de réalisation pour pouvoir anticiper les démarches de mobilisation. Euh, vous le savez, une réponse à un appel à projet, ça peut prendre 12 à 15 mois pour avoir pour permettre de démarrer le projet, en tout cas permettre de recevoir les fonds nécessaires au démarrage d'un projet, nouer un partenariat, en tout cas tisser un nouveau partenariat avec une structure pour mettre en œuvre un projet en commun, ça prend du temps aussi. Donc tout ça s'anticipe et se planifie. Ça vous permet de le faire aussi en fonction du calendrier des financeurs qui eux-mêmes voilà, n'ont pas forcément plusieurs fenêtres de financement chaque année. En fonction des modalités de financement que vous ciblez, en l'occurrence, si c'est des appels à projets ou des demandes spontanées, effectivement, ça ne va pas demander la même anticipation. Et donc, je vous le disais, en fonction des partenariats nécessaires à leur mise en œuvre.
Anticiper la mobilisation de ressources, c'est aussi se tenir prêt. Alors, comment on peut se tenir prêt à cette mobilisation de ressources lorsqu'une opportunité surgit, on va dire, ou en tout cas vous est partagée? C'est d'abord faire le point sur son association. On en parlait tout à l'heure, hein, bien sûr, c'est avoir une bonne connaissance de sa mission, de ses objectifs, des projets qu'elle veut mettre en œuvre, mais au-delà, c'est aussi être bien conscient de ses forces, de ses faiblesses, de ses capacités de gestion, de ses capacités opérationnelles également. Si vous êtes une toute petite équipe, monter un très gros projet, c'est pas impossible, mais ça va demander un peu plus de ressources humaines, un peu plus d'anticipation, etc. Donc, bien se connaître soi-même, j'ai envie de dire, avant d'aller plus loin dans l'élaboration de nouveaux projets et donc de nouvelles demandes de financement. Et puis, c'est aussi se créer une espèce de banque de documents, j'ai envie de dire, prête à l'emploi, où vous préparez d'avance tous les documents administratifs qui sont le plus couramment demandés par les organisations qui souhaitent, enfin, auxquelles vous demandez des financements, ou même celles avec qui vous souhaitez construire un partenariat d'ailleurs, hein. Je ne vais pas tous les passer en revue, vous les connaissez, c'est des documents un peu traditionnel. Mais voilà, c'est important d'avoir un dossier un peu prêt à l'emploi, bien organisé, bien enregistré, avec des documents assez clairement nommés aussi pour pouvoir, voilà, encore une fois, jouer sur cette ressource intangible peut-être, hein, qui est votre organisation, votre sens de l'organisation quelque part, en montrant au bailleur que vous sollicitez que oui, vous disposez de tous ces documents, mais que voilà, ils sont clairement accessibles, numérotés, organisés. Ça paraît peut-être anecdotique, mais ça donne tout de suite la couleur, on va dire, sur votre dossier. Et enfin, donc, c'est disposer d'un plan stratégique suffisamment clair et détaillé pour prioriser les actions en fonction des opportunités de financement qui se présentent. Effectivement, vous pouvez aussi avoir des projets, hein, prêts à être financés, en tout cas déjà élaborés. Souvent, c'est le cas d'ailleurs, hein. Vous savez plus ou moins où dans quelle direction vous souhaitez aller pour demander des financements. Mais même si vous ne disposez pas de ces projets déjà rédigés, avoir ce plan stratégique suffisamment détaillé, ça vous permet bien sûr d'être plus réactif, de pouvoir tout de suite voir si une opportunité de financement est pertinente pour vous ou pas. Voilà. Là, vous partage un modèle, un exemple parmi d'autres, hein, mais de tableau de mobilisation de ressources. Voilà à quoi peut ressembler un tableau pour organiser votre mobilisation de ressources. Ce n'est pas forcément un plan de mobilisation de ressources en soi, mais en tout cas, c'est une première étape qui vous permet, donc vous le voyez, hein, dans la première partie du tableau sur la gauche, d'identifier les fournisseurs de ressources que vous souhaitez mobiliser, que vous souhaitez obtenir, les ressources en elles-mêmes, hein, concernées, que ce soit des ressources immatérielles ou des ressources financières d'ailleurs. Euh, Ensuite, dans la troisième partie, cela présente les mécanismes que vous pouvez utiliser pour atteindre ces ressources. Donc là, en l'occurrence, dans les exemples détaillés, hein, il s'agit d'un appel à manifestation d'intérêt ou d'une sollicitation spontanée. Les deux sont possibles. Et puis, dans la deuxième ligne, vous voyez, c'est un appel à projet. Ça vous permet aussi d'identifier les échéances de ces mécanismes lorsqu'elles sont connues, bien sûr, et enfin de prévoir une échelle de temps vous concernant pour identifier les années, les périodes sur lesquelles vous souhaitez mobiliser ces fournisseurs de ressources. Euh, Julia, tu n'hésites pas à compléter sur ce document, puisque je sais que vous l'avez élaboré collectivement avec la plateforme Elsa. Donc, si j'oublie quelque chose, n'hésite pas. Euh, Juste d'une manière générale, l'idée est vraiment de pouvoir euh, connaître
vraiment ces fournisseurs de ressources et les connaître aussi dans le temps. Vous verrez après, je vous montrerai un outil un peu de suivi hein, de vos démarches. Une tentative qui a échoué n'est pas forcément une tentative inutile. Elle peut fonctionner l'année d'après, elle peut fonctionner d'une autre manière, elle peut fonctionner également dans le cadre d'un autre mécanisme. Donc vraiment, ne vous découragez pas, j'ai envie de dire, lorsque une opportunité de soutien n'aboutit pas à votre niveau, car d'autres, excusez-moi, j'ai perdu le mot, d'opportunités, voilà, peuvent se représenter. Alors, dernier point sur l'anticipation, mettre en place des outils de pilotage et de suivi. Je le disais à l'instant, c'est essentiel. D'abord pour, alors on va dire cartographier, répertorier les financements qui vous sont accessibles et qui sont pertinents, hein, surtout pour vos thématiques d'intervention. L'actualiser au moins une fois par an, j'ai envie de dire même plus souvent, c'est mieux, en tout cas au moins à chaque nouvelle opportunité connue, mais pouvoir vraiment faire ce petit travail de répertoire à votre niveau. Il n'existe pas de répertoire parfait, accessible et qui vous corresponde personnellement. Donc, il va vous revenir à un moment donné de vous créer votre propre outil. Ensuite, c'est aussi explorer les sources de financement qui sont accessibles donc au regard de vos besoins. Encore une fois, c'est vraiment ça qui va orienter le plus votre recherche de financement et votre mobilisation de ressources. Euh, Ensuite, c'est également s'appuyer sur votre réseau et votre expertise. Faites connaître vos différentes thématiques d'action à vos partenaires. On l'a dit tout à l'heure, hein, ça aussi, ça relève de l'anticipation. Et enfin, tenir un tableau de suivi des demandes de financement déjà effectuées, quel que soit le résultat de ces démarches. Hein, je vous montre à quoi peut ressembler ce tableau de suivi des demandes réalisées, qui peut être couplé avec le précédent tableau d'ailleurs. Hein. Là, il est vraiment orienté demande de financement et pas mobilisation de ressources. L'idée, voilà, c'est de vous créer votre propre outil adapté à vos pratiques et à vos besoins. Encore faut-il voilà, que vous ayez cette base d'informations disponibles, que vous puissiez aussi vous appuyer dessus en cas de turnover dans vos structures. Voilà, et que ça ne repose pas simplement sur la mémoire de vos équipes. Dernier point, et puis après, on gardera le plus de temps possible pour les questions, ça ira très vite. Euh, Suivre et évaluer vos efforts, c'est évaluer régulièrement le niveau de réalisation de votre plan de mobilisation de ressources. Voilà, c'est au même titre qu'on va mettre à jour son budget prévisionnel de préférence plusieurs fois dans l'année en fonction de la réalisation des actions et de l'obtention de nouveaux financements. Ben, ce plan de mobilisation de ressources, si on veut qu'il vive, il va falloir également le suivre et le mettre à jour régulièrement. Bien sûr, ça veut dire identifier les pratiques qui ont le mieux fonctionné et celles qui n'ont pas du tout donné les résultats que vous aviez imaginés. Et peut-être voilà, se reposer la question de savoir si ben, je vais prendre l'exemple de l'organisation d'une collecte de dons à l'occasion du 1er décembre, par exemple. Est-ce que vous aviez la bonne méthode d'organisation? Est-ce que le lieu où cette collecte a été organisée était le plus approprié? Voilà, est-ce qu'il y avait suffisamment de bénévoles ou de présents pour réaliser cette collecte? Enfin, voilà, il y a pas mal de questions à se poser lorsqu'une une pratique ne donne pas les résultats imaginer, mais prendre le temps, comme pour un projet finalement, hein, de se demander ce qui a bien marché et ce qui a moins marché. Ça va vous permettre de vous améliorer dans cette mobilisation des ressources. Et puis enfin, bien sûr, toujours partager vos succès avec toute l'organisation. Hein. Impliquer et valoriser, c'est le meilleur moyen de garder vos forces vives, impliquées et investies dans cette recherche à vos côtés et de continuer à investir voilà, sur votre notoriété, sur sur toutes ces ressources intangibles présentées par Julia tout à l'heure, mais qui sont déterminantes dans la qualité d'un partenariat aussi
N'importe quelle structure. Voilà. Alors, je vous présente encore toutes mes excuses pour les difficultés d'accès à Internet que j'ai rencontrées et les coupures. Je suis vraiment navrée. J'espère que ça ne vous aura pas empêché de suivre cette deuxième partie et puis je vais essayer de répondre à vos questions. Merci beaucoup, Anne-Gaëlle. On va passer aux questions qui sont nombreuses. Il nous reste à peu près 11 minutes pour justement balayer un peu tous ces sujets-là. Ça va être des questions qui concernent alors, hop. Qui concerne peut-être la présentation de Julia aussi, donc n'hésitez pas à chacune répondre en fonction. Mais la première, en matière de projet, sur la rémunération des acteurs du projet, quelle est la différence entre un salaire et une prime? Alors bon, je vais répondre, c'est pas forcément exactement le sujet du webinaire. Traditionnellement, le salaire va plutôt correspondre effectivement à une rémunération régulière hein, prévue dans le cadre d'un contrat de travail, alors que la prime va plutôt avoir un caractère ponctuel, parfois exceptionnel, parfois encadré aussi par ce contrat de travail, hein, si elle tombe une ou deux fois dans l'année. Mais voilà, ça va plus être la fréquence qui va faire la différence principale, être la différence principale entre les salaires et la prime. Merci. Ensuite, à quel moment et comment s'organise-t-on pour la mobilisation de fonds et sa pérennisation? Alors oui, je ne sais pas si la question concernait la pérennisation de la mobilisation de fonds ou à l'inverse, la C'est ça. pérennisation des actions. Je vais répondre bon, je vais répondre aux deux. Pour la pérennisation de la mobilisation de fonds, bah, ça va vraiment dépendre de vos modalités d'organisation, clairement, hein, et de la manière dont vous capitalisez sur toutes les expériences passées, toutes les initiatives que vous avez pu mener, quel qu'en soit le résultat. Ça va être vraiment votre travail de documentation interne qui va permettre de pérenniser cette démarche, hein. Et puis aussi le caractère un peu collectif, plus vous allez avoir de personnes impliquées dans l'équipe et en dehors même, plus vous allez pouvoir maintenir cette mobilisation dans la durée. Ensuite, pour s'organiser pour la pérennisation d'un projet, j'ai envie de dire que c'est d'abord dès la conception du projet qu'il faut réfléchir idéalement hein, à cette question de la pérennisation, que la pérennisation ne passe pas que par la pérennisation financière, que par la poursuite d'un financement, il y a différentes manières, on va dire, d'envisager la durabilité d'une action, ou en tout cas des résultats d'une action. Il faut peut-être voilà, essayer de changer, faire un petit pas de côté, j'ai envie de dire, pour pas forcément se dire on va devoir renouveler l'action d'année en année et donc trouver un moyen de pérenniser les ressources financières d'année en année, mais à l'inverse, essayer de plutôt travailler sur des résultats qui soient durables, que vous puissiez peut-être transmettre à d'autres structures, soit en vous appuyant à des partenaires, soit en nouant en- en nouant des partenariats avec les autorités, soit des structures impliquant des structures publiques. Enfin voilà, il y a différentes manières. Ce serait trop compliqué de rentrer dans tous les types de projets et les manières d'envisager la durabilité des actions. Mais en tout cas, voilà, j'ai envie de dire que c'est dès le démarrage du projet qu'il faut se poser cette question de comment on va pouvoir inscrire les résultats dans la durée. Absolument. Et la question suivante fait un peu le lien avec cela. C'est comment faire en fait pour que nos structures commencent à développer des fonds propres et tendre vers l'autonomisation à moyen terme, alors que nous sommes des OSC à but non lucratif. Où est la limite? Alors, la limite, alors je veux pas dire trop de bêtises parce que je suis quand même pas une professionnelle vraiment des questions comptables, donc je vais vous faire une réponse quand même, une réponse un peu partielle ou à prendre avec précaution, mais en général, la limite, elle se situe sur l'utilisation, la manière dont on utilise les bénéfices, donc les ressources qui nous restent une fois que l'on a réalisé nos actions. Si ces ressources ne reviennent pas dans la poche des dirigeants de l'association, a priori, il n'y a pas de souci. Si elles sont placées en réserve financière, par exemple, au niveau comptable, si elles sont
parfois préaffectés sur des projets aussi. On peut avoir ce qu'on appelle des fonds dédiés en comptabilité. Donc, c'est une manière de conserver des ressources en les préaffectant à un type de projet, voire un projet en particulier. Et là, votre caractère associatif, non lucratif, n'est normalement pas remis en question. Et par contre, je crois que j'ai raté la première partie de la question. Pour constituer des fonds propres, bah, effectivement, il faut aller vers ce qu'on appelle des ressources non affectées le plus possible, libres d'utilisation, donc plutôt des dons, plutôt des ressources qui proviendraient par exemple, d'AGR collective, d'organisation d'événements, voilà, ce genre de ressources. Euh, et puis, bien sûr, tout ce qui relève des dons, des cotisations, pardon, de vos membres adhésion, lorsqu'il y en a, bien sûr. Très clair, merci. Autre question, comment nous, les ONG maliennes, pouvons mobiliser les ressources financières bilatérales de la France dans un contexte de suspension de l'aide au développement pour le Mali? Mm. Vaste question. Alors, je ne pense pas avoir de réponse à cette question, malheureusement. Il va falloir identifier les pays qui n'ont pas suspendu leur aide bilatérale. Mais là, même en passant par un partenaire intermédiaire, ce sera impossible. Donc non, j'ai malheureusement pas de réponse. Coralie, si tu en as une, Euh, toi, n'hésite pas à compléter, mais je ne l'ai pas, celle-là. J'aimerais bien, mais... je pense qu'on peut passer à la suivante, qui est quelle est la personne clé pour mobiliser des ressources, les ressources en tout cas, au sein d'une association? Est-ce que c'est tout le monde à la fois? Quels conseils avez-vous? Alors, bon, je sais bien qu'idéalement, avoir une personne identifiée comme chargée de mobilisation de ressources, bah, ça simplifie les choses. On sait aussi que c'est pas forcément possible dans toutes les organisations, parce que c'est typiquement un poste pas évident à faire financer directement dans le cadre de subventions. En revanche, c'est quand même une tâche qui peut être répartie sur plusieurs personnes. C'est quand même important d'avoir une personne un peu identifiée comme responsable, en tout cas de la coordination de cette mobilisation de ressources, qu'on ait quand même quelqu'un qui ait un peu un œil sur les différents tableaux de bord de votre association concernant la mobilisation de ressources, pour pouvoir ensuite répartir la tâche. Après, la bonne personne, c'est forcément quelqu'un qui connaît très bien les projets, qui connaît très bien les besoins de l'association, et puis qui s'y connaît évidemment un petit peu aussi sur les aspects budgétaires, parce que forcément à un moment donné, ça rentrera en ligne de compte. Et est-il possible d'obtenir des financements par des bailleurs sans passer par un appel à projet? Oui, c'est possible. Il y a certains bailleurs qui ont ce qu'on appelle des fenêtres de financement ouvertes tout au long de l'année, que ce soit sur leur format ou de demande de financement, ou via votre propre format, votre propre document de présentation de projet. Voilà, donc il y en a, ça s'appelle de la sollicitation directe. Vous pouvez aussi tout à fait, notamment au niveau des ambassades, on parlait de la coopération bilatérale tout à l'heure, il y a des fonds de soutien aux ONG qui sont accessibles hors cadre appel à projet. Alors, bien sûr, il va y avoir toujours, de toute manière, à un moment donné, une petite étude de votre projet, une réflexion en interne du côté du bailleur. Mais vous ne serez pas forcément dans un exercice qui implique cette mise en concurrence, assez difficile, que représente l'appel à projet la plupart du temps. Merci. Alors, je pense qu'on peut terminer avec les trois dernières questions et ensuite on devra mettre fin à cet atelier. La mobilisation de ressources, c'est un travail qui est fastidieux, qui reste à cheval avec la mise euh, en ouverture des programmes. Est-il possible de charger au niveau interne quelqu'un? Non, ça on en a déjà eu, pardon. Pour une organisation qui se cherche, comment peut-elle développer les outils de mobilisation de ressources? Alors, je ne sais pas exactement ce qu'on entend par une organisation qui se cherche, mais je reviendrai peut-être. Pardon, vas-y, Coralie.
si vous Peut-être une voulez. toute nouvelle association? Peut-être, ouais. Je pense que vraiment, je reviens hein, sur ce que disait Julia et ce que je disais en prérequis aussi de cette mobilisation de ressources. C'est vraiment faire ce travail un peu traditionnel hein, de s'interroger sur sa mission, sur les objectifs qu'on a envie d'atteindre et la manière dont on a envie d'y parvenir. Vraiment, d'abord se trouver. Pour le coup, Mm, avant de se lancer dans une mobilisation de recherche de ressources tous azimuts parce que, parce que ça ne donnera pas forcément de bons résultats. D'abord, souvent, ça se sent dans les demandes de financement lorsque l'association n'est pas forcément très solide sur ses objectifs et la manière de réaliser ses projets. Et puis, ça peut quand même un petit peu vous décrédibiliser aussi auprès de certains bailleurs. Donc, je dis pas, il faut pas nécessairement vraiment un plan stratégique hyper bien ficelé pour se lancer, hein, pas du tout, mais quand même prendre ce temps de réflexion, bien savoir ce que l'on veut faire, comment et avec qui avant de se lancer pour trouver les moyens nécessaires à cette réalisation. Ça me paraît vraiment essentiel. absolument. Et dernière question, intéressante. Est-ce qu'il y a des risques quand on partage nos succès à tout le monde? Je ne suis pas persuadée qu'il y ait de gros risques personnellement. On se pose toujours ce risque Ouais. de la concurrence, hein, quelque part. On va donner des idées à des associations qui peut-être interviennent dans le même secteur que nous. Euh, J'ai envie de dire, si vous êtes vraiment en concurrence sur les mêmes actions, bah, c'est qu'il y a peut-être un petit problème de réponse et de définition de votre réponse. Donc le problème se situera ailleurs. C'est que si vous, voilà, normalement, il y a suffisamment de besoins, malheureusement, j'ai envie de dire, pour que les réponses soient suffisamment différentes et que même si vous organisez des événements similaires, alors effectivement, si on se retrouve avec 5 organisations qui font le même événement le même jour, oui, ça n'aura pas grand intérêt, mais pour personne, pour le coup. Donc là, c'est plus une question vraiment de discussion, d'ouverture, de coordination. Et lorsque vous présentez ces succès, bah, peut-être d'avoir une petite mise en garde hein, en disant, voilà, c'est un exercice qui doit être bien pensé en fonction du calendrier des autres événements, des autres organisations. Donc, ça permet un petit peu de limiter un petit peu ces risques. Je cherche d'autres risques, hein, mais moi, j'en vois pas vraiment. Julia, Coralie, si vous voyez autre chose, surtout n'hésitez pas. Toutes les assos se posent la question de la concurrence, d'un appel à projet, de choses comme ça. Mais dans tous les cas, il faut quand même communiquer sur ces projets, sur ces actions. Donc, on trouve l'information aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur Internet, etc. Donc, autant échanger directement aussi avec l'association. Mm, absolument. Eh bien, c'en est fini des questions. Merci beaucoup, Anne-Gaëlle. Merci beaucoup, Julia. Est-ce que ça vous tenterait une petite photo collective de fin d'atelier? Donc, je vous invite tous toutes et toutes, à allumer vos caméras. On va faire une petite photo. Seth, tu me dis si tu es prête pour. Ouais, j'attends que les caméras s'allument. Et, vous pouvez allumer vos caméras. On va faire une photo de fin d'atelier en espérant que nous avons répondu à toutes vos questions. Pour rappel, la présentation sera envoyée juste après ce webinaire. Excuse-moi, j'en prends en rafale. Souriez, souriez. Merci à tout le monde. Merci, merci. Merci beaucoup. Merci aussi. Merci à Merci. vous. Merci. Merci, Merci c'était beaucoup. intéressant. Merci, bonne Au revoir. journée.